pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 18. After Eight est un talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Et cette semaine, on va un peu dire du mal, puisqu'on va parler des blockbusters de l'été. À commencer par Ghostbusters et Suicide Squad. Et pour le faire et pour discuter avec moi, de l'autre côté du globe, Benjamin François, aka Quix, est dans les starting blocks. Benji, bonsoir. Petite thématique Jeux Olympiques avec les starting blocks, bien vu. Bonsoir, Daniel. Quoi, j'y pensais même pas. Tu l'as pas fait exprès. Eh ben voilà, c'est très bien, c'est ton instinct. Et le truc, c'est qu'il faut dire qu'un peu la logistique After Eight a un peu changé aujourd'hui, puisque d'habitude, on enregistre toujours le soir, heure française. Et là, on a inversé, donc je fais un peu le quick, c'est-à-dire. Voilà. J'ai mis mon réveil très tôt, c'est-à-dire, il est très tôt. Et toi, il est très tard. Ouais, notre horaire habituel, c'est le samedi, le samedi vers la matinée pour moi, le soir pour toi. Et là, on est jeudi, et il est tard le soir pour moi et tôt le matin pour toi. Non, on n'est pas jeudi. Mais si, on est jeudi, mon coco. Si, jeudi, non, c'est vrai. Bah toi, t'es vendredi, mais moi, je suis jeudi. Ah oui, putain, mais tu vois, je commence à comprendre exactement ce que tu ressens, c'est-à-dire t'es un peu désorienté. T'es complètement. Et ça s'en ressent dans ce que tu dis, en fait. Eh oui. Donc voilà, je suis dans les starting blocks. Voilà, merci Daniel. Salut les auditeurs. À toi. Je suis Daniel Andreev, alias Camille Robotics. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vas-tu, Quix, depuis le dernier enregistrement? Alors, depuis le dernier enregistrement, je me suis dit que ce serait bien que je parle d'autre chose que de politique, parce que on pourrait le faire tous les jours, en fait. Tous les jours, Trump sort une nouvelle déclaration à la con. Tous les jours, les journaux américains font leur chou gras. Je me suis dit, on va changer. Quix, oui, et surtout, je vais t'arrêter aussi. Je vais te dire, tu n'es pas le New York Times. Genre, au bout d'un moment, soit il faut que tu te spécialises et tu fais ton degree en sciences politiques, soit tu arrêtes. Et puis, en spécialiste, on a déjà Laurence Haïm, donc je ne vais pas faire doublon. Voilà. Non, moi, laissons un peu de place à Laurence Haïm pour qu'elle existe. Voilà. Avant qu'on enregistre, je suis passé chez des amis et, c'est des amis qui ont un HTC Vive, et j'avais déjà eu la chance de l'essayer. Et puis là, j'ai passé un peu de temps dessus pour jouer à un jeu qui s'appelle Audio Shield. Alors, les auditeurs de ZQSD ont déjà entendu parler. C'est un jeu qui a été créé par la même équipe qui avait fait Audio Surf. Audio Surf, pour les gens qui l'ont pas connu, c'est un jeu en fait qui se basait sur des MP3 qui étaient dans la bibliothèque musicale de votre PC, et qui générait en fait des espèces de petits circuits sur lesquels tu manipulais une sorte de vaisseau, et tu devais éviter des blocs de couleur grise et attraper les blocs de couleur plus vive. Tout ça se faisait en fait en rythme avec la musique. Donc c'était un jeu qui te générait une track en fait avec la musique, en utilisant les beats et tout. Et Audio Shield, c'est entre guillemets le même principe, c'est-à-dire que le jeu va se baser sur un morceau de musique pour générer un niveau. Audio Shield, en fait, tu utilises le Vive avec les deux contrôleurs Vive dans chaque main, enfin un dans chaque main. Chaque contrôleur Vive est un bouclier, et il y a des espèces de boules de couleurs qui t'arrivent dessus. Il y a des boules bleues et des boules oranges. Et en fait, dans la main droite, t'as un bouclier orange, je crois, et dans la main gauche, tu as un bouclier de manière bleu. offensive pour te niquer ou pour... En fait, c'est pas pour te niquer, c'est juste que tu les vois en VR qui arrivent sur toi, en fait. C'est des espèces de boules, mais c'est des boules... c'est des boules qui te traversent en fait, ça te fait pas perdre de vie. C'est vraiment c'est un jeu de rythme, et donc l'idée c'est d'arrêter les boules avec tes boucliers, mais d'arrêter la boule de couleur orange avec le bouclier orange et la boule bleue avec le bouclier bleu, sinon ça ne marche pas. Gotcha. Donc évidemment ça se fait en rythme, donc tu bouges les bras de manière rythmée si on veut. Et c'est très drôle à jouer. Évidemment, comme à peu près tous les jeux du Vive, tu vas pas acheter un Vive pour ça. Mais si t'as un Vive sous la main, si t'as claqué 900 € un jour où t'étais bourré et que t'as un Vive sous la main, Audio Shield c'est vraiment super chouette. Ça coûte, j'ai failli dire ça coûte une misère. Bon, ça doit coûter dans les 20 €. Quand on a déjà claqué 900 dans un casque, t'es plus à 20 € près, donc tu peux prendre Audio Shield. C'est un des meilleurs jeux disponibles à l'heure actuelle sur le Vive. C'est vraiment sympa.
Et ça permet aussi, quand on n'a pas forcément de MP3 qui pourraient fonctionner sous la main, genre ça marche d'autant mieux avec des morceaux qui vont un peu vite, des morceaux d'électro qui sont un peu bourrins ou des trucs comme ça. C'est comme Rez en fait, ouais. Exactement. Et Ça ben marche tu mieux peux si faire tu mets de l'ambiante ou du ou gros BPM, quoi. tu peux te faire une recherche sur SoundCloud. Donc tu peux facilement trouver des trucs que t'aurais pas forcément sous la main, genre comment il s'appelle, le gars qui fait des remixes des musiques des Chevaliers du Zodiac et de Dragon Ball. Ça y est, j'ai ma mémoire me fait défaut. Moi, je connais les compositeurs originaux, mais pas. Oui, mais il y a un Français qui fait des remixes et j'ai perdu son nom et je vais le le mec retrouver. le mec qui fait l'illusion du phénix là. Et ben ça, tu vois, ça marche typiquement très bien avec AudioShield. Tu te mets ton petit Phoenix Gainmaken et ensuite tu kiffes et c'est très sympa. Donc voilà. Si jamais un jour vous arrivez, c'est Square Twin Magician. Voilà, merci. Ah là là, putain, la mémoire, c'est quand même. Mais c'est normal, si tu enregistres en fin de journée et là, du coup, ta mémoire. Voilà, je suis fatigué. J'ai eu une journée de travail, c'était difficile. Bref, AudioShield, c'est vachement bien. Donc si jamais un jour vous trouvez chez quelqu'un qui a un Vive, allez-y. Tu sais que moi, je l'ai essayé chez Gamecult. Oui. Et ils se sont dit, oh, Daniel, il peut faire le show, il va nous dire des bêtises. Et ils m'ont mis les trucs débiles à jouer et ils en ont fait des vidéos. Ah bah, moi j'ai vu la vidéo de Surgeon Simulator et je te confirme que j'étais mort de rire en te regardant raconter tes conneries. Ah bah, Surgeon Simulator, en plus, bon, après, je suis pas aussi rigolo que nos camarades de Rivière à détente, quoi. Mais genre, c'est un truc qui te pousse à dire des conneries, quoi, parce que c'était vraiment in situ c'est un truc où t'es un chirurgien en réalité virtuelle, c'est hilarant, quoi. C'est hilarant. Bien, si j'ai bien compris, la version Vive, tu peux opérer les personnages de Team Fortress 2, donc toi t'étais en train d'opérer un Heavy. Ouais, non, c'était drôle à regarder. Mais voilà, mais donc du coup, mais par contre, est-ce que c'est fatigant ton jeu? Si tu joues beaucoup, au bout d'un moment, ouais, tu fatigues un peu parce que c'est quand même un jeu de rythme, donc tu remues les bras. C'est un peu comme si tu jouais à Samba de Amigo en mode ultra hardcore et à bouger les bras super vite, quoi. Ah ok. Mais tiens, Samba de Amigo dont j'ai retrouvé les maracas dans la boîte, dans ma cave, je me suis dit merde, putain, c'est vrai que j'ai ça, quoi. C'est collector ça maintenant. Bah je sais, écoute, ça va financer les prochains After Eight et les prochains Super Simulator. Bon, toi, il me semble que t'étais en vacances dernièrement. Alors, j'étais en vacances et elles ont bien commencé d'abord parce que j'ai joué à Batman, le Batman de Telltale, dont j'ai écrit un article pour Gamecult. Ouais. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des critiques sur Batman. Bah, bien sûr. Et ensuite, ouais, j'ai pris une semaine de vacances et on est allé en Italie avec ma copine. Et alors c'était on recherche à chaque fois de régions en Italie et là on a choisi Naples. Donc du coup il y avait un volcan évidemment. Et tu connais ma passion pour les volcans. Bah Arun Taziev, on l'a déjà dit. Voilà, j'adore et la randonnée et les volcans et donc c'était vraiment les vacances parfaites. Et à un moment j'ai aussi un hobby, c'est que je repère les bâtiments qui sont abandonnés et je fais de l'urbex en fait. Voilà, l'exploration urbaine. Je rentre dedans et j'aime bien découvrir les bâtiments abandonnés, les usines abandonnées, les choses comme ça. Et ça c'était un peu le highlight du voyage. Tu t'imagines plus que le Vésuve, quoi, tu vois, c'est trop cool. Ouais. C'est un bâtiment extraordinaire. J'ai jamais vu de bâtiment aussi beau sur une découverte aussi spontanée. C'est-à-dire, on n'avait pas du tout calculé. Je fais, ouais, putain, faut qu'on rentre là. Et on est rentré à travers la grille. Et c'était un bâtiment qui, semble-t-il, était un pénitencier. À la fois un pénitencier. Ah ouais. Et un Alors, je pense que c'est un orphelinat où je sais pas exactement la nature et j'ai demandé genre une fois qu'on est sorti, j'ai demandé aux ouvriers qui étaient devant, je dis mais vous connaissez ce bâtiment? Et non, et en fait ce truc est une légende urbaine et ça y est depuis quelques années puisque j'ai discuté avec des gens et évidemment ça y est depuis quelques années dans cette situation et ils ont pas muré ni rien, donc tu peux encore y rentrer. C'est sur une des îles au large de Naples. Et donc c'était vraiment un pénitencier alors? Ouais, il y a clairement, ouais, j'ai les photos de pénitencier, mais en fait, il y a deux ailes. Il y a l'aile pénitentiaire, il y a l'aile qui est soit un pensionnat, soit un orphelinat. Non, mais c'est l'asile d'Arkham, en fait. Ah, putain, tu sais quoi, ça a une gueule comme ça. Et j'essaie, tu sais de comprendre ce genre de choses en récupérant des indices, tu vois, c'est ça, mon jeu tel à moi, c'est ça. Ouais. C'est essayer de comprendre ce qu'était le bâtiment. Et en même temps, il y a des magazines, ça peut pas rien dire, et en même temps, il y a des autocollants
par terre, je vois des placards. Il y a des autocollants Kotetsuji. Kotetsuji, c'est un robot des années 70, une star au Japon, mais aussi en Italie. C'est l'équivalent de Goldorak. Et je me dis, putain, mais ça doit forcément être des gamins qui ont collé ça, tu vois. Ouais. Puis les Italiens ont eu droit à tous les dessins animés japonais auxquels nous on a eu droit, quoi. Faut pas croire, mais les Italiens ont eu Jeanne et Serge, ils ont eu Dragon Ball et c'était très populaire là-bas aussi. Et du coup, j'ai essayé de comprendre ce bâtiment qui est extraordinaire. C'est un des plus beaux bâtiments que j'ai vu à l'abandon de ma vie spontanément. C'est-à-dire, parce qu'au Japon, je fais beaucoup de recherches d'urbex. Mm-hmm. Et au Japon, je me fais mes vacances en fonction des urbex, en fait. Genre, je vais voir les endroits où il y a des trucs. Mais là, genre, pour la découverte spontanée, c'était vraiment passionnant. D'ailleurs, je dis à nos auditeurs, si vous avez des super spots de urbex, si jamais, vous pouvez glisser un message. C'est le genre de truc qui peut me faire traverser tout le pays pour aller découvrir ça, quoi. Enfin, donc voilà, des vacances avec de la rando, volcans et de l'urbex. Des volcans et de l'urbex, c'est un peu l'idée de mes vacances idéales. Évidemment, s'il y a des pâtes italiennes, c'est quand même chouette, quoi. Donc voilà, c'était une bonne semaine, c'était riche en découvertes, et en plus j'ai énormément bouquiné, puisqu'en plus je vais révéler un truc, c'est que je suis un peu insomniaque, donc j'ai fait des intégrales de comics, j'ai beaucoup lu, et genre les recos ça va s'en ressentir pendant les prochains je crois que tu vas en parler dans tes recos. Et je crois qu'on est bon pour parler de notre sujet principal, c'est-à-dire les blockbusters. Le sujet, c'est parti. Let's do it. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Retour sur quelques blockbusters de l'été. Et en premier lieu, Ghostbusters. Il faut que je t'avoue un truc, Quix, tu sais, mais je pense que tu le sais. Les blockbusters, c'est vraiment un truc qui me passionne. Je les vois tous et j'aime les analyser et je me fais mon classement annuel. Et on peut le dire, cette année est vraiment plus faible déjà que l'année dernière. Déjà parce que c'est une année sans Mad Max, quoi. Et Mad Max avait un peu ça va faire beaucoup d'années faibles, hein, toutes les années sans Mad Max. Bah ouais, mais il faut s'y habituer, il y a un après Mad Max. Et là cette année, comment te dire, il y a quelques semaines, j'ai vu Suicide Squad. Et Suicide Squad était vraiment d'une nullité cartoonesque, quoi. C'était incroyable d'arriver à un tel niveau. Et alors, beaucoup de gens nous ont fait, faites-nous une spéciale Suicide Squad, bâchez Suicide Squad. Mais tout a été un peu dit, hein, sur le sujet, j'ai l'impression. Sur cette espèce de film de studio commandé et ensuite rescripté par le studio, remonté différemment, où tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais juste avant, tu vois, il y a Independence Day, le nouvel Independence Day Résurgence, qui est aussi un film de studio mais complètement random. On a eu Tarzan et puis on a eu Ghostbusters, enfin vraiment, et puis il y a encore Jason Bourne et Star Trek. C'est une année dont le niveau est quand même beaucoup plus faible. Et puis avant, on a eu les DC, les autres DC et Marvel étaient quand même moins satisfaisants, quoi. Civil War et évidemment Batman Superman qui était déjà en mars. C'était vraiment moins intéressant quand même. Enfin, je pense que toi tu les suis aussi, n'est-ce pas? Bah après, moi, dans le tas, si tu veux. Tu les suis pour After Eight, en fait, c'est ça? Ouais, je les ai pas vus, moi, tous ces films-là. Independence Day, j'ai juste, déjà, je déteste le premier, donc je me suis dit, c'est pas la peine que je m'inflige la suite. Tarzan, j'ai vu la bande-annonce. Le Tarzan a le charisme d'une endive moite, c'est catastrophique. Christophe Waltz, je crois que j'ai fait une overdose de cet acteur. En fait, je l'avais adoré comme tout le monde dans Inglourious Basterds, et ensuite plus je l'ai vu, moins je pouvais. Là, Christophe Waltz, j'ai trouvé que dans Tarzan, il apportait rien. Enfin, le trailer, hein, je me base que sur le trailer. Alors moi, je vais pas eu envie de le voir. Quoi. Je vais juste parce qu'on va plutôt aborder Ghostbusters, qui est un peu le sujet. On voulait faire Ghostbusters. Ghostbusters, c'est celui qu'on a vu tous les deux. Donc, non, et surtout, on voulait faire Ghostbusters parce qu'il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Alors que Suicide Squad, déjà, genre, j'en peux plus, quoi. Je pense que je vais faire une vidéo juste pour parler des blockbusters. Ah ouais. Mais pour te dire, Independence Day est ma sélection à Super Ciné Battle dans le prochain épisode.
Et parce que c'est vraiment un film, c'est vraiment un nanar puissance 40 000 quoi. Ah, complètement. Ouais. Autant le précédent Independence Day est un film naze parce que il est grotesque. Autant celui-là, quand tu regardes Jeff Goldblum jouer la comédie, il n'y a pas un seul doute sur le fait qu'il sait qu'il est en train de faire de la merde et qu'il se rend compte qu'il est vraiment dans une grosse bouse. Et aucun acteur n'est dupe. Bill Pullman qui joue le président traumatisé, genre. Mais je pense que depuis à ce niveau-là, c'est réjouissant. Je pense que depuis ils ont vu le premier, donc c'est pour ça que maintenant ils savent. Ouais, et puis c'est écrit par les mêmes gens et c'est s'il y a aucun moment où tu peux te dire ah ça a été fait au premier degré quoi. À la fin, ça se termine en hommage à Alien et à Godzilla quoi. Enfin tu vois, parce que tu vois c'est Independence Day alors que c'est fucking Independence Day. Et Tarzan, il y a un twist intéressant dans Tarzan qui fait que c'était un peu rigolo. C'est que c'est un Tarzan qui est un peu écrit à la manière de Sherlock, la série BBC. Ah, sûr, pas du tout la même qualité d'écriture. Ouais. Mais c'est que le héros est complètement conscient de la légende qu'il est et qu'il y a des bouquins déjà sur lui alors que, tu vois, il vient juste de revenir dans le monde de la civilisation. Bah alors ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on entreaperçoit dans la bande-annonce parce que y a Valls qui fait une vanne sur Tarzan et Jane en fait. Et là, tu te dis mais comment il peut se sortir un truc pareil s'il a pas conscience du statut de personnage du truc et donc du coup c'est parce qu'il est déjà une légende quand il commence. D'accord. Et alors il y a un moment génial où il est avec des enfants et il leur explique pourquoi que sa morphologie a changé à force de côtoyer les singes puisqu'il a couru comme eux, tu vois, à quatre pattes environ. Et enfin tu sais il est une espèce de position super courbée et donc il pose sa main sur le sol et il expliquait que sa morphologie a changé avec le temps et franchement il te fait ça au premier degré mais t'as l'impression que c'est les X-Men quoi. Ah ouais d'accord. Et moi j'étais plié en deux dans la salle et donc tu sais quoi quand j'y repense je me dis que ces films j'ai pris plus plaisir et que Suicide Squad mais même que Civil War quoi. C'est que les blockbusters cette année n'étaient pas très plaisants donc moi si tu veux si j'avais encore la possibilité d'avoir une carte illimitée pour me faire tous les blockbusters comme ça, oui, je le ferais, mais étant donné que alors il y a une offre de carte illimitée qui existe aux US depuis peu, elle est limitée à très peu de cinéma et elle coûte très cher, donc je suis pas persuadé que j'ai envie de le faire. Il faudrait aller voir au moins 3 films par mois pour que ce soit rentable et bah il y a des mois où c'est pas évident à faire. Attends, très cher, tu veux dire comment? Elle est à $50 par mois. Ah, moi je les ferais quand même. $50, c'est... $50, c'est 3 films. C'est plus 3 films en fait. 3 films, t'as $45 à peu près et si tu vois 3 films, t'es à peu près dans tes frais quoi. Ouais, mais moi je les fais largement quoi en France. Ouais, mais moi j'ai pas forcément la possibilité de voir 3 films par mois. Oui, et puis ensuite actuelle, c'est des films de multiplex quoi. En plus, donc bon. Parce que c'est pas, donc c'est pour ça que tous ces films-là, j'avais pas foncièrement envie de les voir. Maintenant, je suis allé voir Ghostbusters. Donc, passons à Ghostbusters. Alors, moi, j'ai bien aimé. C'est un film qui est bourré de défauts, clairement. C'est un film qui n'avait aucune chance d'autant me plaire que le premier. C'était déjà gagné d'avance, mais c'est même un film qui... Le premier est un succès presque, genre... C'est de la magie oui, bah, comment le premier fonctionne, quoi. Le premier je sais pas si c'est un coup de chance qu'ils aient réussi à le faire marcher aussi bien, mais en tout cas le premier clairement est largement au-dessus de tout le reste. Et surtout il y a fucking Bill Murray qui est on fire quoi. Bill Murray il est à chaque fois que j'ai revu il y a pas si longtemps le premier, c'est comme s'ils mettaient Bill Murray devant la caméra et ils lui disent vas-y fais tes trucs, fais tes machins bizarres. Ah ouais. Et ça fonctionne à fond et c'est pour ça que son rôle a été en plus grandi au fur et à mesure des scripts quoi. Tout à fait, ouais. Donc j'y suis pas allé en m'attendant à autant aimer que le premier et j'y suis pas allé en m'attendant à ce que le film soit aussi bon et parce que c'était évident qu'il le serait jamais autant. Et puis je déteste le 2 donc je me disais que ça peut pas être pire que le 2. Alors moi je déteste pas le 2 et je comprends pas trop la haine envers le 2 mais on va pouvoir en parler un peu plus tard. Donc je suis allé voir Ghostbusters 2016 en m'attendant pas à ce que ce soit fantastique et j'ai passé un bon moment. C'est quand même un film bourré de défauts et pas de problème là-dessus, je veux bien tout à fait reconnaître que le film a des défauts. Alors ce qui est marrant c'est qu'on n'est pas d'accord sur les défauts vu que toi tu détestes Holtzman alors que moi je l'ai adoré et que moi je trouve que c'est le personnage de Leslie Jones que j'ai trouvé complètement nul parce que c'est un stéréotype ambulant et que comme
par hasard, c'est la seule noire de l'équipe qui n'est pas une scientifique et qui fait un boulot ghetto et qui bosse dans le métro. Enfin, sans déconner, le film n'avait vraiment pas besoin de ça, quoi. J'aimais le personnage de Leslie Jones pour une raison, c'est que c'est le seul avec qui, tu vois, j'ai une empathie, une osmose. C'est le seul personnage qui a l'air un peu véritable dans tout ça. Oui, c'est le seul auquel tu peux un peu t'identifier parce qu'il est pas maboule comme Holtzman et il est pas. McCarthy et elle joue même pas exactement, elle joue même pas son personnage habituel. Oui, mais moi je suis content. Je suis content parce que moi, Melissa McCarthy, je l'aime pas d'habitude. D'habitude, pour moi, Melissa McCarthy, c'est bigard avec des seins, quoi. Je la trouve d'une vulgarité d'habitude. Alors, stop. Est-ce que tu as vu Spy, un de ses précédents films? J'ai vu Spy et je déteste Melissa McCarthy dans Spy. Putain, j'adore Spy. Putain, Spy. Ah non, mais attends. J'ai pas dit que j'ai détesté Spy. J'ai bien aimé Spy, mais j'ai détesté Melissa McCarthy dans Spy. Il faut expliquer que Spy, c'est le précédent film de Paul Feig, qui est le réalisateur de Ghostbusters. Et c'est une vraiment chouette comédie où McCarthy prend la place d'un agent secret. C'est Jude Law. C'est Jude Law. Ouais, c'est Jude Law. Et puis elle est en espèce de rivalité séduction avec Jason Statham, qui prouve qu'il est un grand acteur de comédie, quoi. Il est excellent en comédie, ouais. Et voilà. Et ça fonctionne bien parce qu'il y avait une énergie. Il y a une énergie qui va vers le haut et c'est peut-être ce qui emmène le film à un autre niveau. Et puis il y a sa grande collègue avec son espèce de pull mohair qui trimballe pendant quasiment tout le film, que j'ai trouvé génial. Moi j'ai bien aimé Spy, j'ai juste pas aimé le personnage de Melissa McCarthy parce que je trouve qu'elle en fait des tonnes et je l'ai trouvé archi vulgose et relou et Melissa McCarthy m'a énervé dans le film alors que j'ai aimé le reste. Tu parles de vulgose, mais Ghostbusters quand même dès les 5 premières minutes, c'est beaucoup de blagues sur des proutes et du caca quand même. Bah, il y a une blague de pet de fouf au bout de 10 minutes, je crois. Genre, j'étais là en train de faire. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de voir? Et je t'avoue que. Il y a eu des moments où, en fait, ils vont en van overkill, et en fait, je vais te dire le souci de ce Ghostbusters, c'est que ça se voit, que ça a été réalisé à la méthode Apatow. Et c'est pas comme ça qu'on réalise, ça a l'air d'être trop un film qui est tant vers l'action. Il y a beaucoup plus d'action que dans le Ghostbusters original, en fait. Oui. Ils ont leur proton cannon et leur canon à proton. Et leur canon à proton, maintenant, ils tuent les fantômes. Ils les capturent pas, ils les tuent. C'est très bizarre. Et genre, je me suis dit, c'est bizarre comment ils inversent un peu les règles du Ghostbusters original. Et du coup, il y a beaucoup plus d'action que dans l'original, qui est vraiment une comédie de base, quoi. Les canons à protons, ils servent juste à immobiliser les fantômes pour qu'ils les capturent. Et du coup, en fait, voilà, je voulais en venir là-dessus. C'est que le problème, c'est que ça sent beaucoup l'impro. Et en fait, l'impro, quand elle est à un tel niveau random, il y a des moments où, genre, je décroche. Quand il y a Chris Hemsworth qui fait est-ce que je peux venir avec mon chat qui s'appelle Mike Hat, je sais plus, Mike Hat, et ensuite il fait no Mike Hat, je sais pas comment ils l'ont traduit en VF, mais quand il fait des trucs comme ça, genre je fais okay, au secours, quoi. Ça sent l'impro, et à un moment il faut que le réalisateur leur dise non, ce n'est pas drôle, et ça sonne comme les moments les moins drôles de V640 de Apatow, quoi. C'est que les mecs sont en roue libre, quoi. Moi, mon plus gros problème avec le film, c'est l'espèce de carcan dans lequel le film est un peu prisonnier, qui est celui de l'hommage au premier épisode, parce que c'est bourré d'hommages et de caméos. Mais c'est pas juste la structure, à la limite, qui reprennent la structure pour une sorte de reboot remake. Moi, je vois pas le problème. Alors, c'est clair. Alors, il faut dire ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il y a aussi ceux qui n'ont peut-être pas le voir. C'est un reboot, c'est un pur reboot, c'est pas un soft reboot. C'est la même histoire. Reboot. C'est la même histoire, mais qui se déroule en 2016 avec tous les rôles ont changé, quoi. Voilà. Et mais il y a quand même une ribambelle d'hommages et de caméos, et ils sont tellement, il y en a certains, s'ils sont tellement inutiles, tu sens qu'ils ont été insérés au forceps. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot sur le pauvre Bill Murray? Bill Murray, qui, je sais pas s'il voulait le jouer comme ça, mais en tout cas, s'il voulait le jouer comme j'en ai rien à foutre de vos histoires. Il veut tellement pas être là, ça se voit tellement. Il arrive littéralement, il dit vos histoires de fantômes, je n'y crois pas.
et il s'assoit sur une chaise et tu sens qu'il a pas envie de jouer, il a pas envie d'être là et Mais- il le dit je m'assois sur cette chaise et Moi, je suis d'accord. il s'éteint comme un ordinateur. Je pense qu'il l'a fait pour qu'on lui foute la paix une fois pour toutes avec Ghostbusters, tout simplement, quoi. Bah Il ouais, a dit, voilà, j'ai fait mon apparition dans l'épisode 3, maintenant foutez-moi la paix avec Ghostbusters et laissez-moi faire autre chose, quoi. Et les autres étaient un peu poussifs quoi. Dan Aykroyd était vraiment poussif. Non, mais voilà, c'était vraiment, genre, bon, on a un contrat, on est obligé de les mettre. Limite, le meilleur caméo, c'est le buste de Spengler, de Harold Ramis que tu vois au début, quoi. Et parce que Oui, c'est qui- discret et que tu peux le rater parce que c'est en second plan et voilà. Et puis il faut connaître la gueule d'Harold Ramis qui Oui. genre il est moins connu que de face que Dan Aykroyd quoi. Mais moi, c'était mon Ghostbusters préféré, Egon Spengler, quand j'étais petit. Mais quand tu sais maintenant que tu me le dis, ça me paraît totalement logique par rapport à qui tu es. Et c'est pour ça que maintenant mon préféré c'est Holtzman. Ah bah non, moi mon préféré ça a toujours été ça c'est Eusbjerg on en parlait juste à l'instant. Venkman ou Dan Aykroyd? Moi c'est Venkman parce que Venkman c'est lui qui fait le sel de la comédie de l'original. Mais Venkman c'est un putain de creep. C'est un arnaqueur. Il essaye de baiser ses clientes. Il est horrible. Voilà. C'est un arnaqueur, un escroc. Il creep à mort sur Dana, qui est donc. Franchement, j'ai plus de tête. Sigourney Weaver. Oh la vache. Et la mémoire, c'est dur à 22h48. Bah, tu vois ce que je vis à chaque fois. Ah ouais, je comprends mieux. Non, voilà. Bon, Venkman, évidemment, il me faisait rire, mais son personnage, quand il réfléchit, il est tellement creepy. C'est tellement un connard. Bon, après. Mais c'est lui qui fait le sel de la comédie. Sinon. Ah oui, bien sûr. Sinon, ça fonctionne beaucoup moins bien, quoi. S'il y en a pas un à l'œuvre détestée. Et puis sa manière de sortir de l'immeuble en faisant we kick ass, tu vois. À chaque fois, ça me rend. Ce film me plonge dans une espèce de bonheur. Mais bon, revenons à la version 2016. Je te dis, à part la force d'improvisation, il y a aussi des trucs où tu vois que je sais pas si c'est des reshoots ou si c'est des indications de studio. Il y a eu pas mal d'indications de studio, par exemple. Ils ont pas voulu que Hartman, par exemple, soit lesbienne. Holtzman. Ils ont pas vu que Holtzman soit lesbienne et ils ont fait non, ça on veut pas de Ghostbusters lesbienne. Et donc du coup elle le joue mais sans sortir du placard et je trouve ça très... Oui, parce que le personnage ils auraient pu avoir les couilles de le faire quoi. Oui, puis le personnage peut tout à fait être lesbienne, enfin il y a absolument rien qui l'interdit, je comprends pas bien pourquoi. Et tu vois par exemple, et ça se voit beaucoup dans la séquence finale, la séquence où donc le méchant oblige toute l'armée à pas danser mais à lever le doigt, et moi je me suis dit putain, ça ils vont faire la séquence de danse et pourquoi pas. Et d'abord et tout d'un coup il lève juste le doigt et donc c'était très bizarre et ça sentait la scène qui était pas suffisamment bien et du coup ils l'ont gardé pour le générique final. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas très drôles en fait. Il y a des trucs bizarres comme par exemple quand Holtzman présente son arsenal et le fait essayer aux autres filles. T'as 3 scènes. Enfin, ça servait à quoi? On en fait une où elle présente tous ces trucs et puis basta. En fait, je pense que le montage a dû être assez compliqué parce que il y a vraiment des trucs bizarres. Mais il y a quand même à côté de ça plein de trucs que j'ai trouvé vraiment chouettes. Moi, j'ai trouvé que les fantômes étaient plutôt réussis, que le côté cartoon du film d'origine était vraiment bien restitué. Alors je t'arrête. Il y a aussi j'ai un autre problème fondamental avec cette version. C'est que c'est des Ghostbusters, mais ils ne capturent pas un seul fantôme. Mais on s'en fout ça, Ghostbusters. Non, ils ne capturent pas un seul fantôme. Le seul qui capture, ils le libèrent. Et il y a un truc qui est vraiment le twist avec la version précédente et que j'ai trouvé assez malin, c'est que dans le précédent, il est admis que c'est des stars, alors que là, on essaie de les faire passer pour des charlatans. Et le prisme média est assez bien foutu, puisqu'en fait, ils rencontrent le maire, joué par Andy Garcia, et on leur dit, évidemment, merci de nous aider pour la chasse aux fantômes, mais nous, évidemment, on va nier tous vos agissements. Tous vos agissements, et en plus, on va vous faire passer pour des guignols.
Et je trouvais que le twist était assez bien vu et surtout par rapport au tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos YouTube, tout ça. Enfin, tu vois, cette idée est assez maligne pour une version 2016 de Ghostbusters, j'ai trouvé. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ouais. Et ça fonctionnait assez bien. Ça donnait une espèce de dynamique de groupe puisque c'était en opposition constante. Elle est en opposition avec l'université, elle est en opposition avec les médias. Enfin, c'était assez chouette. Et d'ailleurs, elle est même en opposition avec Bill Murray. Bon, Bill Murray qui n'a vraiment pas du tout envie d'être là. Oui. Mais oui, le problème c'est que entre les blagues de paix et en fait les gags étaient non, mais vraiment les blagues de paix, ça va. Il y en a une au début et il y en a plus après, quoi. C'est contextuel, quoi. Mais le slime devient presque une vanne en soi, alors que c'était presque un non-événement du premier, quoi. Et en fait, en revoyant le premier il y a pas si longtemps, j'étais en train de me dire, putain, c'est quand même un miracle qu'un tel film fonctionne aussi bien. Genre, il l'aurait fait exprès, j'y aurais pas cru, en fait, presque. Rien que la scène d'intro avec la bibliothèque qui tout d'un coup, enfin la bibliothécaire qui est aux prises avec les fantômes, cette scène est extraordinaire, quoi, extra. Et ce film avec tous ses moyens et tout son moyen et maintenant les CG arrive pas toujours à ses fins. La scène d'intro, tu te souviens de la scène d'intro de Ghostbusters 2016? Bien sûr. C'est un mec, c'est le mec de The Office. C'est le mec de The Office qui rentre dans la cave et tout d'un coup c'est bad shit happens, quoi. Tout d'un coup il y a du slime partout, il y a le chaos, il y a les enfers qui s'ouvrent sous ses pieds. Puis bon, la scène d'après il est là. Enfin, tu comprends pas, genre il y a pas de gradation ascendante, quoi. C'est-à-dire tu es tout de suite on te balance tout de suite les CG et il y a un truc qui fonctionne pas en termes de narration, en fait, je trouve. Oui, bon, écoute, moi j'ai pas passé un si mauvais moment et Ah non, mais attends, je sors de Suicide Squad et il faut relativiser tous les... Enfin, ça fait plusieurs semaines, mais j'ai du mal à m'en remettre. Où Suicide Squad est vraiment un niveau... Ah, est-ce que je t'ai pas dit? Alors, est-ce que je sais pas si je te l'ai raconté. Même Batman qui est dans le film pendant 2 minutes, même Batman est mal écrit. C'est assez incroyable. Il arrête Deadshot, donc qui est joué par Will Smith, et il arrête Deadshot en pleine journée alors que Deadshot est en civil et en train de se balader avec sa fille et il lui casse la gueule. Et genre not in my name, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce Batman, quoi. Genre et il y a des gens qui m'ont dit, putain, cette scène, elle est géniale. C'est le Batman de Zack Snyder, hein. C'est le Batman préféré des gens qui connaissent pas Batman. Cette scène est super émouvante et tout. Et je fais, vous rigolez ou quoi? Il tabasse un papa devant sa petite fille de 10 ans qui fait bouclier de son corps, genre, non, ne tue pas Batman! Genre, quoi? C'est un niveau d'écriture. Oh là là, c'est flippant, quoi. Et je pense que tout ce que j'ai à reprocher à Ghostbusters n'est pas aussi nul que la meilleure des scènes de Suicide Squad. Moi, il y a un reproche que j'ai souvent lu sur Ghostbusters depuis qu'il est sorti, c'est que oui, tous les personnages masculins sont débiles et que c'était du féminisme de bas étage et que le film n'avait pas besoin de ça. Et je suis tellement pas d'accord. Enfin, le personnage de Chris Hemsworth, oui, est profondément stupide, mais le personnage de Nick Garcia, il est pas débile. Le personnage de Bill Murray, il est pas débile. Le personnage le méchant est pas débile. Enfin, c'était assez hallucinant de lire des retours pareils. Le méchant, et d'ailleurs, qui est une espèce de nerd, je me suis demandé, c'est genre, ils s'attendaient à ce que les nerds ne les aiment pas, et alors du coup, ils ont fait un nerd, je me demande s'ils avaient Je sais pas trop. Moi, j'ai trouvé que le méchant a le même problème que le méchant du 2, à savoir qu'il est pas... Enfin, que le méchant du 2, Peter McNichol, pas Vigo. Pas Vigo. Moi, j'aime bien Vigo. Alors, je trouve vraiment effrayant, Vigo. Alors, tu veux que je te dise, il y a un article extraordinaire, je le mettrai en lien. Je crois que c'est Hollywood Reporter. Je suis pas sûr de... Tu veux parler de la bio de l'acteur qui joue Vigo? La bio de l'acteur qui joue Vigo, c'est un portrait. Elle est incroyable. Ah ouais, c'est un comédien extraordinaire qui n'a joué vraiment qu'un grand rôle dans sa vie. C'est un boxeur, hein, si je ne m'abuse. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est un boxeur allemand, le gars. Il a une vie trépidante et je vais le mettre en lien parce que je pense que c'est un des meilleurs articles que j'ai lu l'année dernière.
Et c'est vachement triste en plus comme histoire. Et si ça donne une légitimité à Ghostbusters 2, ouais, cet article donne une légitimité à Ghostbusters 2 parce que putain, c'est un des plus beaux articles que j'ai eu l'année dernière. Mais tu vois, Ghostbusters 2, puisque tu en parles, alors, moi c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et que j'apprécie. Ouais, ça c'est la nostalgie, hein, parce qu'il est. Et c'est certainement la nostalgie à fond, mais en fait t'es pas le seul à en dire du mal. Ici aux États-Unis, Ghostbusters 2, tout le monde crache dessus. Et c'est un truc qui moi perso m'a surpris un peu parce que je comprends pas bien la hate. Donc puisqu'on est dans After Eight, moi si tu veux m'expliquer un peu ce que tu reproches à Ghostbusters 2, je suis preneur. C'est le même film, mais c'est la caricature du 1 en fait. C'est un film qui n'a pas bien compris ce qui fonctionnait dans le 1 et qui essaie de le... Écoute, je pense que toute proportion gardée, Ghostbusters 2 c'est les Visiteurs 2 comparé aux Visiteurs 1 quoi. C'est genre ils ont essayé d'analyser ce qui fonctionnait et il y a rien qui fonctionne quoi. C'est pas une métaphore qui va prendre avec moi parce que je trouve les Visiteurs 1 nul à chier donc Ouais mais t'as vu les Visiteurs 2 ou pas? Non, j'ai détesté le 1 donc je suis pas allé voir le 2. Bah écoute, les Visiteurs 2 c'est le mec qui essaye de comprendre pourquoi ça a marché, il fait et qui prend toutes les mauvaises décisions. Ah oui, c'est celui où Jean-Marie Poiré a dit ce qui a marché, c'est de faire des plans qui duraient une demi-seconde pendant tout le film. Exactement. Et qui fait ça dans le 2. Ah, d'accord. Qui dit toute une question de rythme, alors que c'est pas du tout ça qui a fait le succès de Visiteurs 2, c'est Jacouille et tout. Tiens, c'est ça After Eight, on commence à parler de sujet, on finit sur les Visiteurs. Et pourquoi on finit toujours à parler de Jacouille sans déconner? Et ce qui est incroyable, j'ai beaucoup de listes Visiteurs qui incluent les Visiteurs pour Super Ciné Battle. Il va falloir qu'on classe les Visiteurs dans Super Ciné Battle. Et ça va tout changer un peu. Ah bah écoute, oui, je vous souhaite bon courage avec ça. Hein. Moi je te dis, les Visiteurs, je me rappelle à l'époque, dans mon collège, tout le monde se faisait les répliques des Visiteurs et moi j'avais trouvé ce film tellement consternant, nul à chier. Et j'osais pas le dire parce que j'étais le seul. Et je me disais putain non, je vais me faire ostraciser. T'avais peur de te faire bully? Ah, j'avais peur de me faire prendre les couilles au poteau ou la bite au cirage si tu veux. Donc je fermais ma gueule. Est-ce que Chris Hemsworth est vraiment le mec qu'il fallait pour ce rôle? Il est tellement beau, c'est sûr. Moi il m'a bien fait rigoler Chris Hemsworth. Je suis pas... Moi, c'est un des trucs que j'ai trouvé les plus drôles dans le film, Chris Hemsworth. Donc, Bah écoute, je trouvais ça très très drôle dans les trailers qu'ils aient foutu Chris Hemsworth en cheesecake absolu. Et en vrai, je trouve que toutes ces vannes tombent un peu à plat. Et ce qui est marrant, c'est qu'à contrario, la featurette pour présenter Chris Hemsworth, je l'avais trouvé nulle à chier. En fait, j'avais détesté la première bande-annonce. Je crois que tout le monde a détesté la première bande-annonce. Moi, je dis why not, quoi. Mais c'est bizarre, on a exactement l'avis contraire, ouais. C'est ça qui est marrant, ouais. Bon, écoute, moi je te donne la solution pour un Ghostbusters 2017 pour une suite. C'est un reboot. On oublie tout ça. On peut même prendre les mêmes actrices, mais on situe l'action en 1944 contre les nazis. Et je pense qu'il faut des nazis fantômes. Bah écoute, moi je veux bien, mais dans le 3 il faudra des ninjas. Bah ouais, non, les ninjas surfaits. Alors que les nazis... Non mais les nazis c'est pas surfait. Oh. Nazis, il y aura toujours un angle différent. Attends, et dans le 4, on fait Ghostbusters contre des nazis ninja fantômes. Je pense qu'on tient un truc. Mais tu sais, je crois que si j'ai bien compris, Sony en fait, ils veulent évidemment lancer une franchise. Donc quels que soient les résultats au box-office sont pas fabuleux, mais sont suffisamment bons pour que Sony, qui joue sur le long terme, veulent continuer. Moi, je pense que s'il faut une suite intelligemment qui capitalise sur les trucs qui étaient réussis dans ce film, à savoir les personnages, à part celui de Leslie Jones que je trouve vraiment mal écrit, mais j'aime beaucoup les autres personnages. Et puis même Leslie Jones en elle-même. C'est celle que j'aime bien, genre quand je vois Wig, elle a la personnalité d'un vide dressing d'une blogueuse mode, quoi. Non mais Leslie Jones c'est elle est creuse. Leslie Jones on dirait oh putain sérieux, et ça va pas moi ce soir. Axel Follet, et on dirait Eddie Murphy avec des seins qui fait des tonnes. Stop. On dirait Eddie Murphy, tout ça me va.
Moi, je signe. Ouais, mais non, c'est Eddie Mais- Murphy dans les années 80, tu peux Alors- pas le refaire à l'identique maintenant. Écoute, toutes ces répliques n'étaient pas parfaites, mais tu vois, en fait, je crois qu'il y a un truc, c'est que toutes les actrices, et ça c'est le problème d'un peu toutes les actrices, c'est l'angle pris par le film, c'est qu'elles essaient que toutes les répliques soient drôles, et tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça d'abord parce que tu donnes pas de rythme, et tu casses le rythme de ton propre film. Et tu vois, il y a un moment où ils sont devant un fantôme, et puis tout d'un coup, il y a la geek, j'ai un trou de mémoire sur son nom à elle, Holtzman. Holtzman qui mange une chipster, enfin qui mange une chips, genre, et ça fait d'abord je me suis dit putain, placement commercial, et ensuite ça n'a pas d'utilité, c'est genre ils essayent vraiment à tout prix que toutes les répliques soient drôles, et ça peut passer si tu fais du SNL, parce que c'est le but de SNL, c'est que toutes les répliques fassent mouche. Là, genre dans la rythmique du film, dans l'énergie du film, ça fonctionne pas toujours, quoi. Genre, comme je te disais, les blagues sur les pets de fouf, enfin les blagues sur les pets, et sur le simple fait que le slime c'est dégueulasse, ça fonctionne pas toujours, quoi. Non, je suis d'accord, là, c'était pas nécessaire d'arroser Kristen Wiig avec du slime 2 fois, quoi. La première fois c'était suffisant, et la deuxième c'était vraiment, Ouais, ça revient. c'était vraiment inutile, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord, le film a de gros problèmes d'écriture. Moi, j'aime les actrices, et j'adore Holtzman, mais les y a un personnages autre sont truc- pas très bien écrits. Et il y a un autre truc on n'a pas précisé, mais c'est évident, et surtout les auditeurs de After Eight savent, c'est que je me fous absolument de tout ce qui a été dit avant. Je considère juste le film en tant que tel. C'est la seule chose qui compte pour moi, quoi. Je me fous complètement des polémiques, des réponses des uns et des autres. Voilà. La seule chose qui existe, pour moi, c'est le film. Et s'il est drôle, c'est ça qui le fait vivre, quoi. Voilà, pour moi, c'était plus ou moins, le contrat était plus ou moins rempli. C'est un film qui est faiblard, qui m'a quand même fait rigoler. J'ai pas passé un mauvais moment, donc j'étais plutôt content en sortant. Oh, c'est un 6 sur 10, quoi. Voilà, enfin, moi, c'est ma note. C'est mon 6 sur 10. Je sais même pas si je mets la sélec. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, et c'était ça l'essentiel. Écoute, moi, et voilà, si tu me prends au jeu des notes, je mets 5. Mais le truc, c'est que la saison est tellement basse que j'aimerais bien genre, je suis en train de me dire, putain, mais j'espère que Jack Reacher va sortir demain, que ça va juste être des coups de poing. J'espère que en fait, en fond de moi, j'espère que Jack Reacher, Pas besoin de dialogue, on s'en fout. ça soit le remake de Roadhouse. Ah, voilà, ouais. Je pense que, Jack voilà, Reacher règle tous les problèmes avec un coup de pied retourné. ouais. Pain hurts. Mais tu sais quoi, voilà, pour conclure, je vais te dire un truc, c'est pour ça que je peux pas complètement détester ce film. Bon, en même temps, j'essaie quand même d'en dire du bien. C'est qu'à un moment, les filles, elles parlent entre elles, et elles parlent de Patrick Swayze, et elles disent que Roadhouse, c'est un des meilleurs Patrick Mais Swayze. oui. Et un film qui spontanément défend Roadhouse, il faut dire un truc, c'est que Roadhouse est devenu un film culte, mais il y a aussi toujours plein de gens qui le détestent. Et j'adore Roadhouse, et tous les films qui défendront Roadhouse, même les merdes, je les défendrai. Donc voilà. Voilà. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After Eight est un titre vraiment trompeur, puisque à la fin, on balance nos recommandations, nos coups de cœur. Vas-y, Quix, balance. Alors, moi, c'est lié à ma news, en fait, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'avais joué au HTC Vive et à Audio Shield, et que sur Audio Shield, tu pouvais chercher des chansons sur SoundCloud. Et je me suis dit, un truc qui va certainement bien marcher, c'est les mashups. Alors, qu'est-ce qu'un mashup ? Eh ben, les gens qui ont déjà écouté Too Many DJ savent que c'est. Tu prends une musique, tu prends les paroles d'une autre chanson et tu mélanges les deux et ça te fait un nouveau morceau. Et il y a un type qui a quelques morceaux sur SoundCloud qui fait des mashups qui sont complètement maboules. Et ce gars s'appelle DJ Lobster Dust. Alors, c'est écrit Lobster comme un homard et Dust comme de la poussière. DJ Lobster Dust.
Et j'ai donc joué à Audio Shield en écoutant un morceau de DJ Lobster Dust qui mélangeait Epic de Face No More, Back in Black d'ACDC et We Will Rock You de Queen, et c'était génial. Donc je recommande très fortement la musique de DJ Lobster Dust. Pour les gens qui ont vu ma vidéo d'Aikatana, à un moment, j'utilise un mashup de DJ Lobster Dust de Alone in Kyoto de R avec Queen of the Stone Age, Make It With You. Donc c'est le même gars, c'est ce morceau-là qui m'a fait découvrir, c'est très très bien. Moi je recommande DJ Lobster Dust. À toi. Mais et donc DJ Hero, non, pas DJ Hero le jeu. Bon, DJ Hero c'était rigolo, j'y ai joué un peu et puis après je l'ai foutu à la poubelle. Je pense que comme tous les jouets DJ Hero. Bah écoute, ma recommandation, moi c'est alors écoute, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai lu beaucoup de comics, je me suis relu beaucoup de choses. Je me suis fait je me suis fait un marathon Brubaker puisque j'ai refait tous ces Captain America, donc il y en a pour 10 ans de Captain America. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Et c'était génial. C'était vraiment c'était aussi bien que toutes les fois où j'ai déjà relus. Il faut dire que le run de Brubaker commence avec Captain America et puis il meurt en cours de route et puis il est remplacé et en fait il a fait de Captain America un héros de pur espionnage et ça part en délire complètement maboule. C'est génial. C'est un des meilleurs runs de tous les temps et je crois qu'en plus il est vraiment édité en plein d'éditions. Il est édité en volume, en recueil, il est édité en français. Vous pouvez pas vous tromper si vous voulez lire de l'espionnage, mais l'espionnage un peu maboule. Allez-y pour le run de Brubaker. Et pour recommander un truc un peu plus récent, je me suis refait tous les Archie depuis leur lancement. Alors il faut expliquer qu'est-ce que Archie Comics. Archie c'est une BD presque ringarde puisque le héros existe depuis les années 60, 50 même. Non 50, 40 plus 50, vieux que ça ouais. encore 40 ouais, c'est les années 40 et en fait c'est une comédie un peu roublarde. Archie est un mec un peu gaffeur et qui hésite entre deux filles et il est aidé il a son meilleur pote qui est une espèce de Garfield qui mange des hamburgers et qui est un peu cynique et tu me l'as vendu là. Ah mais attends, non mais c'est génial hein. Et c'est genre ça c'est la BD originale et au fur et à mesure des années ils ont essayé de faire de relancer un peu le personnage, de ajouter des twists. Alors ils ont fait Afterlife with Archie. Ah oui, la version zombie, c'est ça? La version zombie et qui est assez hilarante et qui en plus qu'il est crossover avec Sabrina la petite sorcière, ouais. Et genre c'est des twists vraiment intéressants. C'est des comics qui ont eu des Eisner Awards quand même, tu vois. Ah ouais. Non mais j'en ai entendu parler dans Comics Podcast, qu'on salue d'ailleurs. Ah non, c'est vraiment du très bon comics. Et donc Archie a été complètement rebooté puisqu'il a été remis au goût du jour. Il a été écrit par Mark Waid que tu connais parce que tout le monde connaît Kingdom Come, ouais. Et qui a été qui est un grand auteur de comics. Et Fiona Staples au dessin et c'est donc la dessinatrice de Saga pour les gens qui. Ouais, donc c'est aussi une dessinatrice méga c'est une pointure. Ouais. Ouais, et en fait c'est un twist moderne sur Archie. Mais pas comme qu'une BD comme on pourrait croire, tu sais, comme au cinéma quand ils essaient de faire quelque chose de moderne, ils insèrent des SMS à l'écran et puis ils parlent beaucoup de Snapchat et de Twitter. C'est pas du tout ça. C'est quand même, ça reste dans la veine de, c'est des ados et ils essaient pas faire du time dropping en rajoutant des trucs de réseaux sociaux. C'est un truc qui revient ce qui fait le sel de l'adolescence, mais traité de manière assez moderne. C'est génial. C'est vraiment un truc à lire. Peut-être je reparlerai plus longuement parce qu'on veut faire un épisode entièrement BD. En général, ça c'est le moment où on tease les prochains épisodes, nos prochaines idées. On pense faire un truc vraiment que de recommandations BD. Et Archie est vraiment mon coup de cœur. Et en plus, juste à côté, il y a Jughead que je me suis donc son fameux pote blasé de la vie, dont la version moderne en a fait un asexuel, ce qui est très très rare dans la bande dessinée. C'est vraiment un sujet qui est pas du tout évoqué. Et là, c'est vraiment en toile de fond. Et quand tu le lis par rapport à la personne de Jughead, tu dis mais c'est évident il devrait être comme ça. Et pour te dire, dès le premier comics, il fait une manif à travers tout le lycée, parce que c'est des lycéens.
il fait une manœuvre à travers tout le lycée pour que soient remis les hamburgers au menu de la cafétéria, tu vois, c'est à ce niveau-là. Mais c'est hilarant, c'est vraiment super, à chaque fois c'est super bien dessiné, ils ont des super bons artistes, et c'est vraiment d'une fraîcheur et d'une sincérité aussi, j'aime pas utiliser ce mot, mais il y a vraiment, il y a pas de calcul autre que de faire du bon comics qui soit lisible par les ados, et en même temps pas genre adulte, tu peux lire ça, c'est vraiment chouette quoi. Donc les comics Archie du robot de 2015 sont vraiment bien. Je vous mettrai aussi les liens sur le site internet. Et vous l'entendez à la petite musique, c'est la fin du 18e épisode d'After Eight. Alors Quix, où peut-on te capter ? Alors, on peut me capter sur Twitter, KWYXZ, sur Gaming Since 98X, où j'ai donc publié la vidéo dont je parlais tout à l'heure sur Daikatana, celle que j'étais occupé à monter lors du précédent enregistrement, donc ça c'est fait. Et puis sur Gamecult, sur les forums, sinon, comme d'habitude. Toi, Daniel, où peut-on te retrouver ? Eh bien, écoute, moi, c'est sur Twitter que vous pouvez me retrouver, c'est Camille Robotics, KAMUIROBOTICS, tu vois, il vient de l'écrire devant nous, hein, pour vous qui n'avez pas l'image. Pour être sûr de bien de pas te planter, ouais. Non mais tu vois, c'est ça, c'est ce... Moi je fais pas un pseudo facile à mémoriser, comme ça tu vois, les followers ça se mérite. Tu vois. Exactement. Alors il y a ça, et puis sur Gamecult où j'écris de temps en temps, j'ai écrit le dernier article sur le Batman de Telltale dont je parlais. Ouais. Et puis Super Ciné Battle que j'enregistre avec mon compère Papa. Mais oui, à quand l'épisode 2 des années 90 ? Alors écoute, il est sur ma table de montage et je pense que il va arriver très bientôt, très bientôt. Bien, j'ai hâte. Donc ouais, dans les starting blocks. Et puis bien sûr sur After Eight, vous pouvez nous retrouver. Voilà. donc c'est le moment où je radotes. Je fais le petit rituel. On pourrait l'enregistrer une bonne fois pour tout. On pourrait. Mais ce serait moins rigolo. Ouais, ce serait moins rigolo. Donc vous pouvez nous retrouver sur after8.fr, sur iTunes, sur YouTube. Et merci de tous vos commentaires, de toutes vos petites étoiles sur iTunes. C'est vraiment c'est ça qui nous met en recommandation sur iTunes. Donc on remercie pour tous vos commentaires et votre affection. Et aussi pour ceux qui prennent le temps de mettre un mot ou de nous dire ce qu'ils ont pensé. S'il y a un truc qui peut nous aider, parce qu'il y a des gens qui nous disent ça, et écoutez, parlez de After Eight autour de vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur la route, et mettez After Eight dans l'autoradio. Faites écouter After Eight à vos parents, à vos conjoints. Genre allez, non papa, c'est nul France Culture, mais After Eight. Alors vas-y, je note que tu n'as pas cité SoundCloud. Je vais revenir brièvement sur SoundCloud. Il y a des gens qui disent oui, SoundCloud c'est pratique parce que je peux l'écouter avec une appli. Vous pouvez écouter After Eight avec n'importe quelle appli de podcast sans être obligé de passer par iTunes. Passez par le RSS qui est disponible sur le site, dans la colonne de droite des liens. Vous utilisez le RSS, vous l'ajoutez à votre client podcast et hop, c'est exactement la même chose que SoundCloud. Et pour ceux qui trouvent que c'est du chinois ce que tu as dit, parce qu'ils sont pas forcément calés en RSS, sur l'appli podcast de tous les iPhones, c'est possible. Et puis moi j'utilise Pocket Cast, moi. Mais si vous avez un téléphone Android, on est aussi sur Google Play Music. Voilà, genre we got it covered, quoi. Genre, voilà. C'est bon, on maîtrise, voilà, on est disponible. On va pouvoir se débarrasser une fois pour toutes de SoundCloud, bon sang. Bah ouais, je pense que c'est ce qui va arriver. En tout cas, on vous remercie et parlez d'After Eight autour de vous. Voilà, c'est ça. Si vous voulez faire votre bonne action, votre BA, si vous voulez nous aider, c'est comme ça et pas autrement que on arrivera à être, on arrivera à être des superstars en fait. C'est ça notre but, je pense. L'idée, c'est pas d'être des superstars. Ah non, mais moi, c'est mon objectif, moi. Toi, tu veux être un player. Ah, mais je veux qu'on me reconnaisse dans mon quartier et tout. Moi, j'ai envie, tu vois. Ah, tiens, puisque tu me dis ça, je t'ai jamais raconté. Mais ça, c'était sans doute un des moments les plus... Enfin, j'ai eu beaucoup de moments sympas d'After Eight. Toi, t'es pas en France, donc tu as pas
le plus gros de notre public est en France, évidemment. Bah ouais. Et à un moment, j'étais en train de parler au téléphone et en train de patienter à une station de métro. Et là, il y a un mec qui arrive et qui voit que je suis au téléphone et qui veut pas me déranger, mais par contre, ce qu'il fait, il me tape sur l'épaule et il me montre son iPhone et il est en train d'écouter After Eight. Ah, c'est génial. Et c'est sur la place de la République, tu vois. C'était genre, je fais waouh, putain, c'est trop sympa. Et c'est vrai qu'il y a maintenant des gens qui viennent, bon, évidemment, en majorité, ils viennent voir pour Gamecult parce que Gamecult, on voit souvent notre binette. Mais là, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir pour After Eight ou pour Super Ciné Battle. Et c'est vrai qu'on essaye de faire passer toutes les listes qu'on reçoit. Mais c'est compliqué, on en reçoit 10 par jour. C'est vraiment dur. Il faudrait que en fait, voilà, c'est ça. Le but de l'opération, c'est de un jour engager quelqu'un qui fasse les listes à ma place. Tu vois, c'est bien qu'on l'enregistre pas ce message parce qu'à chaque fois on fait plus long. Là, je pense que je vais devoir boucler It Yourself 3 fois pour que ça tienne. Ah ouais, tu crois? Oh, peut-être pas 3 fois, mais au moins 2 là, c'est sûr. Mais en même temps, j'adore la musique de It Yourself. Donc, bah oui, c'est pour ça qu'il faut moins parler dessus, comme ça les gens peuvent l'écouter plus longtemps. Quoi qu'il en soit, ouais, on met le lien. C'est pas fait. Quoi qu'il en soit, et on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode, un épisode qui risque d'être complètement inédit puisque peut-être qu'on sera ensemble, peut-être qu'on sera ensemble dans la même pièce. Si te reprennent en France, voilà. Si on m'autorise à revenir sur le territoire. Après des mois à dire du mal du gouvernement depuis l'étranger, peut-être que je ne serai pas autorisé à remettre le pied sur le sol de la mère patrie. On vous dit merci et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Ouais. Ciao. Et salut. Putain, mais sans déconner, le bruit quand tu te mouches. La femme. Ah ouais? Ah, c'est dégueulasse. Me le mets pas en truc final, hein, s'il te plaît, ça. Ah ouais? Non, ça serait pas très sympa. Putain, j'en ris d'avance. Oh là là. Donc tu voulais dire? Non, mais pas en truc final, c'est pas très sympa, surtout que ça c'est purement de l'allergie, c'est pas d'effroi, c'est purement allergique et c'est assez douloureux. D'accord.